Bienvenue à toutes et à tous pour ce débat conclusif qui va porter donc sur la place des nations dans la mondialisation. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir donc trois intervenants que vous connaissez pour la plupart. Donc comme le temps tourne, que l'heure tourne, je vais passer très vite sur leur présentation pour leur donner la parole pour 15 à 20 minutes en fonction des interventions, plutôt 15 pour certains, plutôt 20 pour d'autres, et afin de vous donner ensuite le micro et la possibilité de leur poser les questions que vous voulez et d'interagir avec eux. Nous allons commencer donc par Stathis Kouvelakis qui est situé à ma gauche et qui va nous parler bien évidemment de la Grèce, puis ensuite Jeannette Abel qui est à ma droite nous parlera de Cuba. Et enfin, je passerai le micro à Roger Martelly, qui nous fera un topo plus général, je pense, une mise en perspective donc, de cette place des nations dans la mondialisation. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, je vais vous livrer quelques réflexions sur le sujet, c'est-à-dire des nations dans la mondialisation, en commençant par dire ceci, ces réalités-là, les nations et la mondialisation, n'apparaissent pas de la même façon selon le point de vue dans lequel on se situe. Quand je dis le point de vue, c'est évidemment, ça peut être décliné de plusieurs façons, mais en l'occurrence, je voulais insister sur le point de vue, si vous voulez, spatial, géographique. La question de la nation et de la mondialisation ne se pose pas de la même façon si on regarde, et c'est même signifiant d'ailleurs, et c'est même réalité, par exemple, de la France ou de la Grèce. Moi, je vais essayer de vous parler de ces réalités à partir du point de vue de la Grèce, en considérant que la Grèce est un avant-poste pour appréhender ces réalités pour deux raisons, qui d'une certaine façon n'en font qu'une, mais qu'il faut bien distinguer. La Grèce est un avant-poste, autant dire une frontière d'un espace, l'espace européen, et c'est un avant-poste à un double titre, sur ce qu'on peut appeler la frontière extérieure, tout d'abord, de l'Europe, ou plus précisément de l'Union européenne. Il faut distinguer les deux, je ne le ferai pas toujours terminologiquement, mais je pense le faire d'un point de vue analytique. La Grèce est à plusieurs titres une frontière entre l'espace européen et l'espace hors européen, ce qui veut dire que ce qu'on vit maintenant avec la dite crise des réfugiés, qui à mon avis est un terme faux, qui nous empêche de penser la réalité de ce qui est en train de se passer, apparaît d'une façon particulièrement violente et donc d'une certaine façon particulièrement vraie si on se place du point de vue grec. Mais la Grèce est aussi une frontière dans le front interne, le front, si vous voulez, des luttes de classe en Europe, car vous le savez, la Grèce a servi depuis maintenant 5 ans de laboratoire à une forme particulièrement violente de politique d'austérité, à tout un cycle de résistance sociale et politique contre ces politiques d'austérité qui s'est soldé par une défaite tout à fait tragique et considérable cet été, dont les retombées pèsent très lourd sur la configuration des rapports de force, non seulement en Grèce, mais dans l'Europe tout entière, y compris ici, et bien entendu à un niveau international. Ce que je vais essayer de suggérer par là, c'est que, à partir du point de vue de la Grèce, je vais essayer d'avancer quelques réflexions sur l'espace européen en tant qu'espace traversé par des formes de polarisation et par des formes de hiérarchie, donc par des rapports de domination qui mettent en jeu bien sûr des antagonismes, donc des luttes. Je vais conclure peut-être par quelques propos plus directement politiques, mais je voudrais essayer de voir d'abord comment se déploient justement ces rapports de polarisation et de hiérarchisation dans le double front dont je viens de parler. Alors, tout d'abord, que nous révèle la crise des réfugiés ? Eh bien, la crise des réfugiés révèle d'une façon éclatante une réalité qui, bien entendu, lui préexiste, et cette réalité n'est pas autre chose que celle, pour aller vite, de l'Europe forteresse. L'Europe forteresse devant laquelle viennent s'échouer par milliers des gens qui perdent la vie en essayant d'y accéder et n'y arrivant pas, ou bien qui arrivent malgré tout, peut-être un peu moins difficilement, maintenant à y rentrer du fait de l'énorme pression résultant d'une crise régionale plus vaste pour laquelle les puissances européennes portent une responsabilité écrasante. L'Europe n'est pas extérieure, bien entendu, à la crise
du Grand Moyen-Orient. Les divers États européens ont été à des titres divers partie prenante des processus de désintégration des États, de l'État irakien, de l'État syrien, de l'État libyen et d'autres encore et d'autres États, dont les conséquences, bien sûr, sont cet exode de population dont une toute petite partie seulement, essaye de venir jusque dans la zone européenne. Et finalement, c'est peut-être ça, si vous voulez, le premier paradoxe. On parle d'une crise des réfugiés très grande en ce qui concerne l'Europe. Regardons un peu les chiffres. 700 000 personnes seraient rentrées dans l'Union européenne pour les 4/5e à partir de la Grèce depuis le début de cette année. Le chiffre peut paraître important, mais en réalité, il ne représente qu'une toute petite fraction des 50 millions de réfugiés que la crise du Grand Moyen-Orient a produit pendant ces dernières années. À titre de comparaison, le Liban, un pays de moins de 5 millions d'habitants, je pense, en accueille plus de 1 million. Près de 2 millions se trouvent en Turquie. Et quand on parle de flux, il faut quand même si la comparaison peut vous paraître naïve, comparer ces 700 000 réfugiés avec, par exemple, les flux touristiques. Bon. La Grèce s'est félicitée d'une année touristique exceptionnelle avec 25 millions de visiteurs. Donc 25 millions de visiteurs ont fait des allées-venues de façon tout à fait normale, non seulement sans que cela ne provoque de crise particulière, mais au contraire, c'est considéré comme tout à fait bénéfique, bien entendu, pour l'économie et aussi pour les gens qui ont l'occasion de visiter le pays, de passer leurs vacances, etc. Alors, bien entendu, un réfugié ne vient pas faire du tourisme, il vient pour échapper à la persécution et construire une vie meilleure, mais on peut quand même se poser des questions sur pourquoi est-ce que 700 000 personnes essayant d'entrer dans un espace de 500 millions, 508 millions c'est le nombre d'habitants de l'Union européenne, peuvent provoquer une telle crise. Et la réponse, à mon avis, est très simple, et je vais la dire d'une façon très provocatrice. Il n'y a pas de crise de réfugiés. Ce qu'il y a, c'est la crise du régime des frontières européens qui se construit autour de cette idée d'Europe forteresse et qui produit, si vous voulez, et qui même met en scène, littéralement, cette crise des réfugiés. Alors, cette idée d'Europe forteresse, on comprend, et la métaphore le dit elle-même, c'est l'idée, bien sûr, qu'on construit une digue qui sépare nettement un intérieur et un extérieur, et qu'on essaye de contrôler, bien sûr. Alors, cette digue est déjà une affaire extrêmement complexe, et je voudrais insister que si c'est une forteresse, c'est un peu, si vous voulez, comme ces plans très très sophistiqués de forteresse qui comportent plusieurs lignes, en réalité, de défense, et donc qui démultiplie en réalité les lignes d'inclusion et d'exclusion, l'intérieur et l'extérieur, et qui les prolonge parfois de façon assez spectaculaire. Il n'y a pas simplement, si vous voulez, un intérieur et un extérieur à cela. Et essayons de visualiser un peu ce que ça veut dire. Quand on parle de l'espace européen, il faut déjà distinguer entre les pays qui font partie de l'Union européenne et les pays d'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement ici, c'est-à-dire la question de la frontière, donc de la liberté et des conditions d'entrée et de sortie de cet espace, on peut distinguer au moins 4, si vous voulez, sous-espaces internes à cet espace européen. Ce qu'on appelle l'espace Schengen. Je n'ai pas le temps de détailler ce que ça veut dire, mais l'espace Schengen recoupe 23 des 28 pays de l'Union européenne. Il y a des pays de l'Union européenne, au nombre de 5, pas des moindres, la Grande-Bretagne en fait partie, qui font partie de l'Union européenne, mais qui ne font pas partie de l'espace Schengen. Il y a des pays européens qui ne font partie ni de l'Union européenne, ni de l'espace Schengen, comme par exemple la plupart des pays des Balkans, en réalité, mais aussi la Russie, l'Ukraine, qui font partie, et d'ailleurs aussi la Turquie, qui font aussi partie de l'espace européen. Puis, il y a les pays de l'Union européenne qui, j'en ai mentionné 2, 3, 4, voilà. Ce qui veut dire que si on prend, par exemple, un réfugié qui vient par la Grèce, qui fait un détour par la Bulgarie, car il y a un engorgement, si vous voulez, dans la frontière du passage vers la Macédoine, qui revient par la suite par la Macédoine, qui traverse la Serbie, qui continue jusqu'en Hongrie pour aller vers l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle maintenant la route des Balkans,
Ce réfugié aura traversé 7 États et pas moins de 5 régimes de frontières différents, dont 2 régimes nationaux et 3 qui relèvent des variétés que je viens de décrire ci-dessous, car la Bulgarie fait partie de l'Union européenne, mais pas de l'espace Schengen. La Macédoine et la Serbie ne font pas partie de l'Union européenne, mais sont des pays européens. L'Autriche, la Hongrie et la Grèce font partie de l'espace Schengen. Mais là aussi, les choses se compliquent, car en réalité, si on examine même le sous-espace Schengen à proprement parler, cet espace est lui-même divisé, hiérarchisé, selon une deuxième ligne intervient ici directement, qui est la question du droit d'asile. Ce droit d'asile est régi, comme vous le savez, par la Convention dite de Dublin. Cette convention signifie qu'un réfugié qui essaye d'accéder à l'Europe doit déposer son dossier et rester dans le pays où il a été enregistré, c'est-à-dire dans le pays d'entrée de l'Union européenne. Alors, le résultat de tout cela est très simple, c'est que cela signifie que les pays du sud européen, à savoir la Grèce, l'Italie et l'Espagne, deviennent une véritable zone à la fois de transit, mais aussi une véritable trappe potentielle pour les migrants. Et d'ailleurs, quand les accords de Dublin sont intégralement respectés, les réfugiés qui sont pris dans un pays hors du pays d'arrivée sont renvoyés au pays dit d'accueil, et ils deviennent ce qu'on appelle les Dublinois, pas les héros de James Joyce, mais les victimes de ce dispositif répressif. En réalité, si le sud de l'Europe devient, le sud de l'Union européenne, devient une trappe à migrants, il faut bien voir que la véritable frontière de l'Union européenne ne se situe même pas là. Car l'Union européenne et ses agences ont passé des accords avec la plupart des pays limitrophes, et plus particulièrement les pays du Maghreb, mais aussi maintenant certains pays de l'Afrique subsaharienne, comme la Mauritanie et le Mali par exemple, mais aussi la Turquie, pour que ces pays, moyennant quelques avantages financiers notamment qui leur sont concédés, servent à la fois de filtre, c'est-à-dire de pays qui dissuadent les départs et donc les entrées vers l'Union européenne, mais sont aussi considérés comme des pays sûrs, c'est-à-dire des pays vers lesquels on peut renvoyer justement les migrants qu'on essaye de repousser par tous les moyens de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, quand on parle à l'heure actuelle des frontières de l'Europe, il faut avoir en tête quelque chose qui, d'un strict point de vue, va du Mali et de la Mauritanie vers l'Arctique, si on considère que la Norvège fait partie de l'espace Schengen, pas de l'Union européenne par exemple, la Suède, etc. Donc on parle de toute cette zone et tous ces espaces sont séparés par un jeu incessant de frontières internes. Ce qui veut dire que le phénomène est double. On n'a pas simplement, comme le voudrait le discours européen, une Europe forteresse qui construit une digue qui la protège d'un extérieur. On a une véritable démultiplication des frontières internes de l'Europe, car tous les sous-espaces dont je viens de parler sont séparés par des frontières, et par des frontières létales. Toutes. Alors, la plus létale est évidemment la frontière externe de l'Union européenne. Et là, je voudrais citer quelques chiffres. Les estimations sont de 3500 personnes qui sont décédées depuis le début de l'année, selon les ONG, en essayant d'atteindre la forteresse Europe, en grande partie en Méditerranée, pour la plus grande partie. Mais quels sont les chiffres pour les périodes qui précèdent? Selon les estimations considérées comme les plus fiables, faites par les ONG comme United ou Fortress Europe, sur les 20 ans, il y a deux estimations que j'ai trouvées. Entre 1993 et 2012, les estimations du nombre de décès sont de 17 300. Et selon la deuxième estimation, entre 88 et 2014, 19 800, dont 14 700 en Méditerranée. Et si vous regardez la courbe, vous verrez qu'elle décolle à partir de 2001 et puis surtout à partir de 2003, avec évidemment les guerres d'Afghanistan et de l'Irak. Donc on atteint une sorte de régime normal depuis des années de plus d'1 millier de personnes qui, tous les ans, meurent tout simplement en essayant d'atteindre l'Europe ou en essayant de traverser l'Europe. Les frontières internes, dont celles dont je viens de parler. Alors, comme je fais souvent là, les allers-retours Londres-Paris par l'Eurostar, je peux vous dire que moi,
la disparition des frontières internes dans l'Europe, ça me fait doucement rigoler. Parce que quand on traverse avec l'Eurostar toute la zone qui va de Calais à Douvres de l'autre côté, on a affaire à un véritable système de barbelés électrifiés de douves et de murs, de barrières qui se succèdent, qui n'a pas grand-chose à envier en réalité, avec, sauf que c'est un tout petit peu plus dissimulé, que l'ancienne séparation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. J'ai fait, comme d'autres, je suppose ici entre vous, l'autoroute notamment qui traversait, qui permettait d'accéder à Berlin. Ça donnait une vue assez intéressante de tout ça. Quelle est la place de la Grèce là-dedans? Eh bien, la place de la Grèce là-dedans est double. D'une part, elle fait le gendarme, c'est le poste frontière de l'Europe, donc elle est là pour être le gendarme de l'Europe. Alors la vision, l'idée la plus claire de ça, si vous voulez, c'est la barrière qui a été érigée autour de la rivière Evros, autour de la partie en réalité de la rivière Evros, c'est la frontière entre la Turquie et la Grèce. Donc c'est la frontière terrestre. C'était la seule qui permettait d'avoir un accès depuis le déminage de la frontière à peu près dans des conditions de sécurité entre la Grèce et la Turquie. La décision a été prise par le gouvernement Samaras et le gouvernement Syriza non seulement n'a absolument rien fait pour mettre à bas cette barrière, mais les dernières déclarations d'Alexis Tsipras enlèvent tout espoir justement de suppression de cette barrière en disant que c'est seulement s'il y a un accord à un niveau européen que ceci pourra être fait. Le résultat, c'est que la dite voie maritime, c'est-à-dire toutes ces barques, justement, avec les gens qui se noient en essayant d'atteindre les îles grecques, sont le produit direct du fait qu'il n'y a pas d'accès dans des conditions minimales de sécurité par voie terrestre en Grèce, tout simplement. Et ça, c'est le gouvernement grec qui assume évidemment sa responsabilité, et il faut le placer devant sa responsabilité, mais il est là pour maintenir précisément l'ordre, servir d'avant-poste à ce régime européen des frontières dont je viens de parler. Et le deuxième aspect de cela, bien évidemment, ce qui est en train de se jouer maintenant entre les négociations qui impliquent notamment la Turquie, c'est de savoir dans quelle mesure la Grèce pourra ou ne pourra pas servir. Les choix, en gros, c'est de servir soit de zone de transit, ce qui est de facto ce qui est en train de se produire maintenant, ou bien si la Grèce deviendra un camp de rétention à ciel ouvert si les pays limitrophes non membres de l'espace Schengen et de l'Union européenne, notamment la Macédoine, ferment ce qui sert à l'heure actuelle de principale voie de pénétration de principale voie de passage pour les réfugiés en direction des pays du centre de l'Europe. Ce qui veut dire, si vous voulez, que cette impression qui existait jusqu'avant, qu'il y avait un régime de normalité, en réalité, est l'effet de ce que je viens de parler auparavant, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'invisibilisation qui a été produit par ce régime européen des frontières et qui fait que dans les pays du centre, la réalité qui a été vécue de façon beaucoup plus directe en Grèce, parce que bien évidemment les morts dans la Méditerranée, c'est pas récent, leur nombre a augmenté, mais c'est quelque chose qui ponctue de façon sinistre et macabre l'actualité depuis des décennies en réalité. Mais dans les pays du centre européen, on est protégé. On n'a qu'à gérer les aéroports, on gère uniquement les aéroports. Donc c'est un régime qui est à la fois un régime létal, un régime mortifère, c'est un régime illégalisant, c'est un régime qui produit, qui illégalise massivement, et c'est son but tout à fait explicite, les personnes qui essaient de rentrer en Europe ou qui parviennent par des moyens quelconques. Et c'est évidemment un système qui est hiérarchisant, car non seulement il ne supprime pas, mais il démultiplie au contraire les frontières internes de l'Europe, quitte à les déplacer, mais en ne changeant en rien la logique extrêmement répressive qui inclut évidemment l'usage de la violence de façon constitutive de la frontière. Quelques mots maintenant sur le front interne de l'Europe, c'est-à-dire le front de la lutte des classes. Alors, je vais aller très vite, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Quand on parle des politiques qui ont été appliquées à la Grèce, on utilise souvent le mot des politiques d'austérité. Évidemment, c'est juste, mais c'est aussi faux en partie. Car l'austérité, il y en a partout en Europe. L'austérité, il y en a en France aussi, avec François Hollande. Il y en a en Angleterre aussi, avec David Cameron. Et aussi en dehors de l'Europe, d'ailleurs. C'est la stratégie principale, c'est le choix politique des classes dominantes
pour faire face à la crise capitaliste, tout particulièrement telle qu'elle se manifeste depuis 2008. Mais il y a une spécificité ici, comparable à celle dont je viens de parler auparavant pour le régime des frontières. Il y a un régime austéritaire d'exception qui a été appliqué à la Grèce et à la périphérie du sud de l'Europe. Ce régime d'exception est construit, quelque chose qui est construit et de plus en plus institutionnalisé autour de quelque chose d'un signifiant, qui en Grèce d'ailleurs sert de signifiant pour nommer la période que ce pays vit depuis 5 ans, c'est les mémorandums. Que sont les mémorandums? Vous le savez, au cœur de la crise grecque et de la crise des pays, d'autres pays européens, se trouve le surendettement, se trouve le mécanisme de la dette. Bon. La Grèce est surendettée, le Portugal est surendetté, l'Irlande est surendettée, l'Espagne est devenue surendettée. Tous ces pays ont été soumis de façon un peu différenciée, en ce qui concerne l'Espagne, pour les 3 autres d'une façon assez uniforme, à ce régime d'exception. Les mémorandums ne sont pas autre chose en réalité que les accords que les gouvernements de ces pays ont signés, en commençant par la Grèce, pour obtenir des prêts, parce qu'ils ne pouvaient plus en obtenir auprès des marchés, pour continuer à rembourser, à financer leurs dettes. Donc on s'est endetté pour rembourser la dette. Les mémorandums ne sont pas autre chose que la liste des conditions de cette dette. C'est des documents qui font des milliers de pages, à peu près 1 millier pour le document à proprement parler, plus des milliers de pages d'annexes. Ils ont été votés dans tous les cas par les parlements selon des procédures expresses entre 24 et 48 heures. Le 3e mémorandum, celui que Tsipras, le mémorandum honteux produit de la capitulation de Tsipras, a été voté par le gouvernement grec en 24 heures. Il y avait même une heure limite qui avait été fixée par l'Union européenne pour que, quand je dis en 24 heures, la discussion, entre guillemets, à proprement parler au Parlement a duré 7 heures. Pour un document qui fait 1000 pages et qui a été communiqué aux parlementaires la veille à 17 heures par email. Il en est de même pour les paquets d'austérité qui ont été votés depuis 2010. C'est le 3e mémorandum en date. Ils ont tous été votés en fonction des mêmes procédures expresses. Et ce n'est pas simplement du symbole. Ce qui est en jeu ici, c'est bien entendu le démantèlement de la souveraineté nationale et populaire. La logique de ces mémorandums, elle est connue. Ce n'est pas autre chose, si vous voulez, que les programmes d'ajustement structurel qui ont été auparavant appliqués dans les pays du Sud, sous les auspices du FMI. La seule originalité, c'est que c'est la première fois qu'ils sont appliqués à un pays européen de l'Ouest. Et pas simplement sous les auspices du FMI, mais de ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI. Et maintenant, c'est devenu le Quatuor, car le système de stabilité européen, le Fonds monétaire de stabilité, est devenu la quatrième instance qui supervise la mise en place de ces politiques. Leurs piliers sont partout les mêmes, c'est du coupé-collé, dans tous les cas. Politique de baisse brutale du coût du travail, c'est-à-dire des salaires, ce qu'on appelle la dévaluation interne, la dérégulation de masse, c'est-à-dire dérégulation du marché du travail, fin des protections sociales, fin de tout ce qui peut considérer comme des rigidités à l'investissement et au mouvement du capital, coupe budgétaire drastique et privatisation massive. Le but, c'est de dégager des excédents budgétaires qui sont intégralement consacrés au remboursement de la dette et des gains de compétitivité pour assurer prétendument un redressement de l'économie. Les résultats, vous le savez, c'est un désastre sans précédent et pire même que celui qui est produit par une guerre. La Grèce a perdu plus d'un quart de sa richesse du PNB depuis 2010. Elle a un taux de chômage officiel qui est de 27%, de 55% pour les jeunes. Un tiers de la population a basculé en dessous du seuil de pauvreté, dans un pays où il faut s'imaginer qu'on vivait à peu près comme en France il y a 5 ans. Ce qui est original dans tout ça n'est pas simplement la violence de la dévastation qui a été produite, c'est le mécanisme qui lui permet de s'institutionnaliser. Ce mécanisme s'appuie sur la chose suivante, le mécanisme des mémorandums. La politique budgétaire est placée sous un pilotage automatique. Les 1000 pages des mémorandums prévoient mois par mois ce que le gouvernement s'engage à faire
dans le cadre des 4 piliers que je viens de mentionner auparavant. Toutes les dépenses de toutes les lignes budgétaires, y compris de la moindre commune. Je vois ici mon camarade Patrice Leclerc. Mon camarade Patrice Leclerc, comme tous les maires de Grèce, est habitué au fait que, une fois par trimestre, des employés au service de la Troïka viennent regarder ses comptes, voir si effectivement il respecte les dépenses qui sont faites dans le cadre précis, et c'est valable pour tous les ministères. Donc tous les 3 mois se met en place le mécanisme des revues, reviews, évaluation si vous voulez. La Troïka envoie les fameux hommes en noir à Athènes, ils épluchent dans les ministères, dans les administrations locales, les comptes. Il y a des gens qui sont là placés de façon permanente de toute façon et qui fournissent l'information à intervalles réguliers. La Troïka sait beaucoup mieux que le gouvernement grec le moindre poste de dépense en fait de la moindre administration publique dans le pays. Et ça, c'est l'une des choses que le gouvernement Syriza a découvert quand il a pris ses fonctions. Oui. Et ce n'est que si ces gens-là donnent un feu vert, c'est-à-dire ce n'est que si les objectifs, les engagements qui sont pris ont été tenus, que le feu vert est donné pour le versement d'une tranche, à chaque fois, des prêts qui sont accordés. Pas de feu vert, pas de versement. Pas de versement, faillite. Voilà donc quel est le mécanisme qui a été mis en place, mais avec le 3e mémorandum, celui de la gauche, même de la gauche radicale de Tsipras, on est allé beaucoup plus loin qu'avant. C'est un véritable démantèlement du cœur même de l'appareil d'État auquel on assiste. Regardez plutôt. Politique budgétaire, de toute façon, elle n'existe plus. Mémorandum. Politique monétaire, ce n'est même pas la peine d'en parler, c'est Francfort, à savoir le bazooka monétaire dès qu'il y a le moindre soupçon d'écart par rapport aux politiques qui sont suivies. Mais ce dernier mémorandum prévoit des choses beaucoup plus radicales. Le secrétariat des recettes, c'est-à-dire l'équivalent du trésor public, devient une instance indépendante dont le responsable est nommé par un conseil où la majorité des membres sont des représentants du Quatuor. Le processus de changement est en train de s'opérer maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez même postuler la mise... ça a été placé sous concours, c'est disponible sur Internet. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'intéresse, il peut envoyer sa candidature pour être embauché en tant que directeur de cette agence indépendante. Un conseil de discipline fiscale est mis en place de 7 personnes, dont les 4 sont nommés directement par le Quatuor, qui peut décider de coupes fiscales à validité automatique, c'est des coupes dites horizontales, au moindre soupçon de déviance par rapport aux dépenses qui sont effectuées. La totalité des biens de l'État grec, à hauteur de 50 milliards, en réalité ce chiffre est totalement irréalisable, même si on mettait le moindre tapis de la moindre administration publique en Grèce, sont littéralement placés sous séquestre pour être privatisés par un fonds indépendant dont la majorité du conseil d'administration est nommée par le Quatuor et qui est totalement modelé sur la fameuse Troïrente, c'est-à-dire le mécanisme qui a liquidé la totalité des biens publics de l'ancienne République démocratique allemande. Enfin, grâce à la dernière vague de recapitalisation, l'ensemble du système qui est en train d'être réalisé maintenant, aux dépens du contribuable grec, l'ensemble du système bancaire grec est en train de se placer sous le contrôle de ce mécanisme. Je conclue. Le mécanisme donc du surendettement et le régime austéritaire d'exception a instauré maintenant une nouvelle ligne de fracture à l'intérieur même de ceux qui, jusqu'avant la crise, faisaient partie de l'ensemble relativement homogène des pays relativement développés et relativement prospères de l'Europe de l'Ouest. La thérapie de choc a transformé donc le sud de l'Europe en laboratoire de ces politiques d'austérité. C'est un laboratoire qui joue, à mon avis, un rôle stratégique. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus sur la manière dont le consentement dans ces politiques est obtenu dans le reste du continent européen, à la fois d'un point de vue disciplinaire. Si vous essayez de rompre avec ces politiques, voyez ce qui va arriver à votre tour. C'est la leçon qui a été faite maintenant, mais aussi
de façon plus positive pour dire que, vous savez, même si c'est dur en France ou en Angleterre ou ailleurs, ça ne sera jamais aussi dur que pour les Grecs, donc estimez-vous quand même content et heureux. Je pense que c'est par son incapacité de comprendre les mécanismes extrêmement puissants qui ont façonné ce nouvel espace hiérarchisé, polarisé, entièrement régi par des rapports de domination, entièrement placé en dehors de toute possibilité de contrôle populaire, y compris par les mécanismes de la démocratie représentative classique, que les forces de la gauche qui ont essayé d'impulser des ruptures, même partielles, avec ce double régime, aussi bien sur le front interne que sur les fronts externes, ont lamentablement échoué. Et je crois que c'est ça la leçon, je n'ai pas le temps bien sûr de développer maintenant, de ce qu'on a vécu en Grèce. Si on n'est pas disposé à aller jusqu'au bout dans une logique de confrontation et de rupture avec ces mécanismes, on est fatalement conduit vers la capitulation. Quand on est précisément dans la frontière de l'Europe, entre la confrontation et la capitulation, il n'y a pas de troisième possibilité. Je pense donc que si on veut se placer du point de vue d'une politique qui rompt avec la violence des politiques néolibérales et avec la violence mortifère des logiques impériales qui condamnent à une sous-vie, à une vie précaire, à une vie déshumanisée, voire même à la mort pure et simple des populations entières, aujourd'hui, c'est la confrontation avec l'ensemble de ce mécanisme dont la quintessence est la structure institutionnelle de l'Union européenne qu'il faut s'attacher. La destruction de l'Union européenne est la tâche prioritaire de la révolution de notre temps. Merci. Merci beaucoup. Très clair et très détaillé de cette crise globale et de la réponse politique à apporter à cette crise globale. Roger, non, on continue sur le même ordre. Je passe maintenant la parole à Jeannette pour l'exposer sur cette fois-ci un regard cubain sur cette situation. Oui, enfin avant de parler du regard cubain, plutôt, je ne savais pas très bien sur quoi on allait faire porter la discussion, à vrai dire, parce que ce n'était pas très clair dans les ordres du jour qu'on nous a envoyés. Et donc, juste deux mots, avant de parler de Cuba, qui est loin de la Grèce et loin du continent européen, et avant de parler de la question nationale à Cuba, qui est une question absolument clé, je voulais juste dire deux mots, et finalement ça a un rapport vraiment avec ce que Stathis vient de raconter à propos de la Grèce, sur une interrogation qui me semble maintenant devoir être, sur laquelle il faut que nos réflexions portent de nouveau, et qui est justement quelle est la place de cette question nationale, quelle est la place de la nation, quelle est la place de l'État-nation dans la mondialisation. La première réflexion, et je serai brève par manque de temps, mais juste pour soulever quelques interrogations, vous savez qu'on a entendu des discours très idéologiques, justement, liés à la construction de l'Union européenne, aux modalités de cette construction, sur la fin des États-nations, le dépérissement de ces nations, et on a entendu ces pronostics depuis des années, des pronostics qui ont été illustrés par Hart et Negri, les auteurs de ce livre qui s'appelle Empire, également par philosophe Habermas, etc. Des pronostics, je vais le dire de manière très schématique, mais qui supposaient que finalement on puisse construire une démocratie transnationale, une démocratie post-nationale, des entités politiques nouvelles, si vous voulez, ce que parfois on a appelé, Habermas en particulier, un patriotisme constitutionnel, des entités politiques qui seraient désormais, dont les fondements seraient les droits de l'homme, l'état de droit, et qui n'auraient plus rien à voir avec
ce qu'a été la construction de la nation historiquement, avec ses références, avec sa mémoire, avec sa culture, avec ses traditions, avec ses crimes aussi, hein, bien sûr, avec ses massacres dans les colonies, avec l'expansion impérialiste de la part de ces nations dominantes et oppresseuses, bien sûr, mais donc un processus historique avec ses contradictions et ses zones d'ombre, ces zones de lumière, qu'on a tenté finalement d'escamoter et surtout qu'on a considéré comme en voie de disparition. Et ce que je crois, ce à quoi on assiste aujourd'hui, je crois, montre qu'en tous les cas, ce pronostic est démenti. Et que cet État, ces nations en tous les cas, persistent et elles sont même à l'origine, elles sont la cause de processus qu'on a connus, hein, les processus de libération nationale, et qui ont été finalement incriminés, ça vous avez ça à la radio, à la télé, dans les médias, accusés, vous entendez les discours sur le protectionnisme, le souverainisme, entre guillemets, ce sont ces nations qui seraient en fait l'incarnation d'un nationalisme ethnique et réactionnaire, d'un nationalisme évidemment qui a existé, qui existe, hein, qui est un nationalisme ethnique, ça c'est l'expression de Tom Nern, un autre sociologue, mais enfin, bon, mais il y a deux faces dans cette histoire parce que, évidemment, on ne peut pas considérer seulement c'est comme Janus, il y a un autre visage qui est aussi celui d'un nationalisme civique qui encourage et qui a encouragé et qui encourage encore des prises de conscience dont les luttes populaires, les luttes ouvrières témoignent. Donc je m'interroge en tous les cas beaucoup sur cela et sur le fait en plus que le marxisme a eu beaucoup de mal avec cette question nationale, un nationalisme prolétarien étant opposé un certain nombre de fois. Justement, ça dépend des interprétations, mais enfin, le marxisme a eu du mal à traiter cette question, si vous le regardez, l'évolution du XXe siècle, les textes des théoriciens, etc. Donc, juste pour terminer sur cette espèce d'interrogation, je voudrais dire que ça me semble très important que nous reprenions cette réflexion aujourd'hui, parce qu'il y a une série de démarches politiques qui ont un rapport avec cela, et de démarches politiques qui sont en réalité profondément réactionnaires. Si vous regardez comment on a légitimé le droit d'ingérence, par exemple, ou comment les questions du libre-échange ont été traitées, comment l'accusation de protectionnisme, M. Strauss-Kahn, par exemple, a beaucoup utilisé cette accusation contre les mobilisations, contre ceux qui se mobilisaient contre les traités de libre-échange, comment l'accusation même de souverainisme a été utilisée. Donc il me semble qu'il faut revenir reprendre la réflexion sur ces questions au vu de ce qu'est devenue l'Union européenne par rapport aux espoirs qui ont pu être suscités au début, dont Statis vient de donner une illustration, et au vu de ce qu'est le processus de mondialisation aujourd'hui, qui est tout sauf un processus de véritable internationalisation internationaliste. Voilà. Alors, bon, pourquoi j'ai voulu commencer par cela? Parce que, là je vais parler un petit peu de Cuba pour faire 6 remarques rapides pour lancer un peu la discussion. La révolution cubaine est incompréhensible si on ne prend pas en compte le fait que la question nationale est au centre de cette révolution et que sans cette question, si cette question nationale n'avait pas été aussi brûlante depuis plus d'1 siècle et demi, cette révolution n'aurait pas eu lieu. Cette révolution n'aurait pas eu lieu et c'est un combat centenaire, et vous allez voir, je terminerai là-dessus, qui n'est pas terminé, qu'on a cru terminé, que la conquête de cette indépendance et de cette souveraineté. Alors, pourquoi, je dis, cette question nationale
est au centre de cette révolution et que sans cette question nationale, sans la mobilisation autour de cette question nationale, il n'y aurait pas eu de révolution cubaine, parce que la révolution cubaine est une anomalie géopolitique. Une anomalie géopolitique, pourquoi? Écoutez, prenez une carte et regardez une petite île, c'est une île, vous savez, à 150 km des côtes américaines, qui se situe dans le périmètre, ce qu'on appelle le périmètre de sécurité des États-Unis, qui est dans l'arrière-cour, pour prendre une autre, il y a beaucoup d'expressions, hein, dans la Méditerranée américaine, pour prendre la caractérisation de Golfe, enfin, donc qui est aux portes des États-Unis et qui est considéré comme, d'un point de vue géopolitique, vital pour la sécurité, pour le dire autrement, pour la sécurité nord-américaine. Et donc, en Amérique latine, au 19e, enfin surtout au 20e siècle, Cuba, dans les discussions, j'ai encore lu certains comptes rendus des réunions avant la révolution cubaine, on avait une expression pour parler de Cuba qu'on mettait à l'écart de tout processus révolutionnaire possible. On disait parce qu'il y a le fatalisme géographique. Et le fatalisme géographique, un vocabulaire qui était utilisé notamment par les partis communistes, mais pas seulement par eux, le fatalisme géographique, c'était ça. Donc l'idée qu'une révolution puisse avoir lieu, alors je vous dis en plus, à l'époque, 6 millions d'habitants à Cuba, et on exporte quoi? Du café, du sucre et du tabac, à peu près, hein, peu de choses près. Et en plus, le sucre qu'on exporte est exporté aux États-Unis à hauteur de 80%, 85%, et le prix de ce sucre brut, non raffiné, exporté aux États-Unis, est fixé chaque année par le Congrès américain. C'est vous dire qu'on est effectivement dans un contexte là extrêmement particulier, donc un pays qui pratiquement n'a que très peu de ressources, et qui est un pays qui est dans les manuels d'histoire cubains. Quand on parle de cette période du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, on parle, donc, juste parenthèse, Cuba est formellement indépendant en 1902. C'est une indépendance tardive. Hein. La grande majorité, la presque totalité des États latino-américains ont conquis leur indépendance à l'égard de l'Espagne au début du XIXe siècle. Au début du XIXe. Cuba n'est indépendant qu'au début du XXe, un siècle plus tard. Donc c'est une question importante, une indépendance qui arrive tard, mais après 2 guerres d'indépendance qui sont probablement, on peut discuter avec le Mexique, mais probablement parmi les guerres d'indépendance les plus dures, les plus coûteuses en hommes, en victimes, etc., de l'Amérique latine. Donc 2 guerres d'indépendance qui sont des guerres d'indépendance absolument fondatrices contre l'Espagne, et des guerres d'indépendance qui finalement, au début du XXe siècle, donc débouchent sur une indépendance, mais qui est une indépendance capturée, une indépendance dont les États-Unis s'emparent pour la dévoyer. Et donc, finalement, Cuba va être indépendant pendant un demi-siècle. En 1902-1950, vous pouvez dire, indépendant avec des guillemets, 1902 à 1959, avec la victoire castriste, mais un demi-siècle de république, avec des dictatures, et les Cubains ont dans leur manuel une expression très jolie, qui n'est pas facile à traduire en français. Ils disent la République médiatisée, je traduirais par la République croupion. C'est une République tellement croupion, tellement diminuée, que dans le dictionnaire Larousse de 1924, Cuba, donc après, alors que Cuba est indépendant depuis 1902, Cuba est présenté comme une colonie américaine, dans le Larousse de 1924. C'est vous dire comment cette indépendance, soi-disant indépendance cubaine vécue, c'est une véritable néocolonie, dont je n'ai pas le temps de détailler les caractéristiques, caractérisée par la corruption, les mafias, les dictatures, etc. Un État dont on pourrait dire, jusqu'à la dictature de Batista, qui va être renversée par Fidel Castro et Guevara, dont on pourrait dire qu'il n'est pas loin de correspondre à la définition donnée à Engels d'une bande d'hommes armés. C'est presque ça, mais c'est vrai aussi pour d'autres États d'Amérique centrale. Donc, une république croupion, et en 1950, et qui est vécue pendant un demi-siècle, une indépendance donc, qui est vécue par des catégories assez larges quand même de la population,
comme une trahison des idéaux nationaux qui avaient fait l'objet des deux guerres d'indépendance précédentes. 1952, dictature de Batista, ça je vais très très vite. Vous connaissez un peu guerre de guérilla à Cuba qui va se traduire par la victoire donc, de Fidel Castro, lutte armée, victoire de Fidel Castro et de Che Guevara, mais je vais vous dire qu'il y a, et là même la direction cubaine porte une responsabilité, il y a une grille de lecture de ce processus révolutionnaire qui est fausse. C'est pas d'abord une guérilla avec les barbus, là, leurs colliers de perles, etc., qui ont finalement vaincu la dictature. C'est un mouvement civique national d'une profondeur, d'une radicalité qu'on n'a jamais rarement vu. Je pense qu'il n'y a eu ni en Union soviétique, ni même en Chine, je crois, on peut discuter pour le Vietnam, un mouvement civique national de l'ampleur de celui qu'a connu Cuba. Et qui fait que, en 1959, porté par ce mouvement civique national, la lutte armée, la guérilla, joue un peu le rôle de ce que le président Mao appelait l'étincelle qui met feu à la plaine, joue le rôle de déclencheur et permet effectivement la victoire sur cette dictature de Batista. Ce mouvement civique national, cette révolution est appuyée, tout le monde est d'accord, les Américains aussi, ce qui explique d'ailleurs aussi leurs graves erreurs, par à peu près 80 ou 90% de la population à l'époque, en 59. C'est un mouvement d'une ampleur absolument, un mouvement social, national, d'une ampleur exceptionnelle. Et ce mouvement national, je tiens à signaler, avant de parler des 3 derniers points, pour aller vite, ce mouvement national a en plus une caractéristique très spécifique, pas seulement à Cuba, je dirais, mais au mouvement révolutionnaire latino-américain. C'est un mouvement national internationaliste. C'est un mouvement national dont beaucoup de dirigeants, à commencer par Guevara, par le Che, mais pas seulement, et c'était vrai pour les guerres d'indépendance, ne sont pas seulement cubains. Che Guevara était argentin, comme vous le savez, mais pendant les guerres d'indépendance, d'une part pendant les guerres d'indépendance, parmi les principaux dirigeants de la lutte armée pour l'indépendance, il y avait des latino-américains, des dominicains, il y a eu des haïtiens, il y a eu toutes sortes de latino-américains qui ont été des parties prenantes de ce combat. Et dans la guérilla de Fidel Castro, non seulement le Che, mais vous avez de nombreux latino-américains qui rejoignent ce combat. Ça, c'est très important parce que je pense que c'est assez rare pour le souligner, et ça a toujours été présent à Cuba. Si j'ai le temps, j'en dirai quelques mots aujourd'hui, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, un mouvement civique national, une victoire révolutionnaire, qui, donc, vous le comprenez, se fait en dépit de contraintes géopolitiques majeures. Dans un pays dont il suffit de voir d'ailleurs tout ce qui s'est passé depuis, dont on se dit comment a-t-il survécu. Et en 1959-1960, aujourd'hui les Cubains les plus, la gauche cubaine, parce qu'il y a une gauche cubaine, le disent, si nous l'avons survécu, c'est parce qu'à ce moment-là, en pleine guerre froide, nous avons bénéficié de l'aide de l'Union soviétique. L'aide de l'Union soviétique, je le dis tout de suite pour pas qu'il y ait de malentendu, et parce qu'on n'a pas le temps de discuter de ça, ça a été à la fois une condition de la survie, une bouée de sauvetage et un nœud coulant autour de la révolution. Ça a été les deux choses à la fois. Mais ces deux choses à la fois, au début, en 1959-60, quand les États-Unis coupent les vivres à ce pays, imaginez ce que c'est qu'un pays, 80-85% dont les exportations et les importations dépendent d'un seul marché, le marché américain. Et un historien cubain célèbre a toujours dit, à cette époque, le problème terrible de Cuba, c'est que nous avions un seul débouché pour le sucre, 85% des exportations, et un seul débouché pour nos importations, donc pour les exportations et pour nos importations de pétrole, les États-Unis. Donc quelque chose qui est évidemment, vous comprenez bien, un étranglement. Quand tout cela s'effondre, parce que tout cela s'effondre entre pratiquement 59 et 60, quand tout cela s'effondre, à qui Cuba peut-il acheter du pétrole? À qui Cuba peut-il vendre son sucre? Pas à l'Union européenne, qui en a
plus qu'il n'en faut, pas non plus à l'époque à la Chine, on vend le sucre à l'Union soviétique et grâce à Dieu, on achète en échange, on paye ce sucre, on paye le sucre, on paye le pétrole, pardon, avec ce sucre. Autrement dit, on exporte le sucre en URSS et en échange, on reçoit le pétrole. Je passe tout de suite. Donc, contrainte, c'est ma quatrième remarque, contrainte géopolitique exceptionnelle, à la fois bruit de sauvetage de cette Union soviétique et nœud coulant autour de la Révolution. Et ces deux choses-là expliquent aussi comment Fidel Castro, avec des méthodes dont on peut discuter un certain nombre de fois et des conceptions politiques tout aussi discutables, mais comment c'est un grand stratège, il réussit par le jeu des rapports de force à préserver pendant des années, jusqu'en 1989-90, à préserver la survie du pays. Et vous imaginez dans des contraintes absolument terribles. Cinquième remarque, 1989, 1990, 1991, nouvelle séquence terrible, l'URSS s'effondre, et il y a une certaine symétrie entre la situation dans laquelle se trouve ce pays à ce moment-là et celle qu'il a connue en 59-60. Parce qu'entre 59-60 et 1989, 90, 91, fin de l'Union soviétique, toute l'économie du pays s'est reconstruite dans de mauvaises conditions, mais là aussi, de nouveau, en dépendant très largement de l'Union soviétique. Or, je peux vous dire, c'est juste un élément pour la réflexion, à ce moment-là, en l'espace d'un an, c'est la rupture qui a été effectuée par Moscou à l'égard de ce tout petit pays est quelque chose d'absolument inimaginable. Je pense que ça ressemble, la seule comparaison qui me vient à l'esprit, c'est Tito, la Yougoslavie, mais on a littéralement, ils auraient dû s'effondrer une nouvelle fois à ce moment-là, parce qu'une nouvelle fois, le problème de la survie est posé. Et ce qui est inexplicable si on ne prend pas en compte la profondeur de sentiment national, de dignité nationale qu'il y a dans ce pays, c'est inexplicable qu'ils aient survécu une deuxième fois, une nouvelle fois à cette situation. Et si on pourrait même dire que c'est la troisième fois en un siècle, parce qu'après les guerres d'indépendance, la fin des guerres d'indépendance 1898, la fin du XIXe siècle, ils auraient dû aussi, et en partie ils se sont effondrés, mais donc de nouveau, il y a un sursaut, une résistance dans des conditions épouvantables. Vous n'imaginez pas dans quelles conditions, à partir de 1990, ce qu'on a appelé à Cuba la période spéciale en temps de paix, comment ce peuple a résisté. Je vous assure que c'est très difficile de se rendre compte dans quelles difficultés ils ont été et comment, en dépit de conditions extrêmement dures, ils ont pu réussir à finalement quand même faire en sorte que, contrairement à ce qu'on disait à Miami à l'époque, contrairement à ce que disaient les exilés à Miami qui criaient l'an prochain, non pas à Jérusalem, mais l'an prochain à La Havane, ils n'ont pas été l'an prochain à La Havane, comme vous le savez pour le moment. Donc, ils ne sont toujours pas revenus non plus. Donc, et ça ne s'explique que par la force de ce sentiment national qui a été un sentiment tellement bafoué. Il y a une telle humiliation dans ce peuple ressenti au cours des décennies, une telle résistance qui a toujours été aussi accompagnée d'une résistance sociale, parce qu'il y a eu des conquêtes sociales, que cela évidemment est un élément important de la réflexion. En même temps, et j'ai plus dans 5 minutes je termine, en même temps que toujours, et ça ce sentiment national a pu se nourrir de la solidarité latino-américaine. C'est-à-dire que vous avez là un exemple, je vais en dire 2 mots, pour terminer sur l'Amérique latine, par rapport même à l'Union européenne, il y a un exemple de nationalisme internationaliste, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec le chauvinisme et qu'on retrouve, et en Amérique latine, on retrouve ça, c'est quelque chose de très important parce que Bolivar, parce que les principaux dirigeants des guerres d'indépendance latino-américaine se sont toujours vécus comme latino-américains d'abord. Donc le Che n'est pas non plus, Guevara n'est pas non plus une exception. Donc,
on est dans cette situation de crise, mais en même temps avec un espoir, avant-dernier point, et un élément de résistance qui va venir d'où? Qui va venir du Venezuela. Qui va venir du Venezuela avec l'élection de Hugo Chavez. Et j'ai plus que je termine bientôt, mais l'élection de Hugo Chavez est quelque chose qui, une fois de plus, est mal compris ici. Chavez et le Venezuela, ça n'est pas un paradigme du socialisme. Et aucun d'ailleurs des processus en cours en Amérique latine, qui maintenant connaissent beaucoup de difficultés, que ce soit en Bolivie, que ce soit encore moins au Brésil, mais que ce soit au Bolivie, en Équateur, au Venezuela, au Nicaragua, ne représente ni le paradigme socialiste. On est loin de ça. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, ce que Chavez a fait du point de vue d'une politique internationaliste. Et dans un pays, le Venezuela, qui, là aussi, où il a éveillé dans les catégories les plus pauvres de la population, à la fois des éléments de solidarité sociale très importants, et aussi national, un sentiment d'internationalisme qui a été nourri, qui s'est nourri du côté cubain et du côté vénézuélien, et qui fait qu'il a fait une chose qui est tout à fait exceptionnelle, c'est livrer du pétrole, non seulement à Cuba, mais aux petits pays, à ces petites îles des Caraïbes et aux petits États d'Amérique centrale, à des conditions absolument exceptionnelles en termes de délai, en termes de prix, etc. Et c'est, alors évidemment pour Cuba encore plus, c'est cette décision qui, à partir du moment où 1998-2000, où il est élu, permet, alors qu'on est étranglé par la crise de nouveau à Cuba, permet de nouveau à Cuba de survivre. Permet à nouveau à Cuba de survivre et de repartir dans des conditions qui sont des conditions malgré tout de plus en plus difficiles. Et je termine. Donc, c'est, si vous voulez, là, la première décennie du XXIe siècle en Amérique latine, qui se caractérise par l'émergence, après une période où on a connu, Statis en parlait, des plans d'ajustement structurel en Argentine et ailleurs, qui est à peu près comparable à ce que la Grèce est en train de subir, les révoltes qui ont succédé à ce qu'on a appelé le consensus de Washington, donc une période de libéralisation économique sauvage. Les révoltes ont porté au pouvoir, vous le savez, des présidents, alors, Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur, etc., Chavez. On a des pouvoirs issus de révoltes populaires, ça c'est important, qui se sont livrés, qui ont mis en œuvre des processus de démocratisation très importants également, qui en même temps ont permis des conquêtes sociales toujours très importantes, mais le processus général est un processus de modernisation économique dans un cadre d'économie de marché. C'est de ça. Bon, donc ça pose un tas de questions dont on ne va pas parler maintenant, mais ce processus qui est aujourd'hui connaît de nouveau des difficultés pose une grande question, et je vais terminer là-dessus, une grande question qui est quelle stratégie de développement, quel modèle de développement on peut avoir dans des pays, et en particulier pour Cuba. Parce que ce qui a permis à Cuba de gagner une première décennie de survie au XXIe siècle est en train de rencontrer de grandes difficultés. Le 6 décembre, on va voir ce que donnent les élections au Venezuela, qui s'annoncent pas forcément très bien. Les autres pays, les autres gouvernants latino-américains connaissent aussi, avec la chute des prix des matières premières, des difficultés importantes. Et je répète, ils sont restés, parce qu'ils sont restés dans une économie de marché en bénéficiant des prix de matières premières qui, pendant une quinzaine d'années, ont été très élevés, mais qui n'ont pas changé leur modèle de développement. Et conséquence pour Cuba, c'est la fin. Conséquence, on entre de nouveau dans une période difficile. Bon, Raúl Castro, comme vous le savez, a engagé un processus de normalisation diplomatique avec Barack Obama. On est en 2015. Dans 2018, l'Argentine ne sera plus président, il n'y aura plus de Castro au pouvoir. La légitimité nationale de cette révolution
qui a été incarné par sa direction jusqu'à maintenant, va se reposer de manière très différente. On avait une légitimité révolutionnaire longue sur une période de plus d'un demi-siècle et il va falloir passer à une légalité institutionnelle et ça va être très compliqué. Tout ça coïncide avec la normalisation diplomatique avec les États-Unis, donc vous imaginez qu'elle n'est pas une gentillesse de la part du gouvernement américain et donc un bras de fer qui est déjà entre les deux gouvernements qui est déjà à l'œuvre. Autrement dit, l'indépendance, la souveraineté nationale cubaine qui explique que ce petit pays est tenu si longtemps, lutté si longtemps, et qui est le socle de son combat, est de nouveau menacé. Grande question, donc, grande interrogation sur l'avenir. Merci beaucoup pour cette mise en perspective historique tout à fait précieuse. Merci beaucoup pour cette mise en perspective historique tout à fait précieuse qui, je pense, amènera pas mal de discussions parce que les points de comparaison avec la Grèce, avec ce qui s'est passé et surtout avec ce qui ne se passe pas, peut être vraiment éclairant. Je passe maintenant la parole à Roger. D'abord, je voudrais m'excuser parce que à 6h30, je dois participer à un débat sur votre radio locale, donc je devrais quitter la salle sans participer à la discussion. On m'avait dit 4h, 16h30, 18h30, bon voilà. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça, donc je vous demande d'abord de m'en excuser. Alors je vais directement dans le sujet à partir un peu de ce que nous a dit tout à l'heure Jeannette, avec lequel j'aurai un avis un peu différent. Vous allez voir, même si nous pouvons converger sur beaucoup d'aspects. Alors, je vais directement donc au cœur du sujet. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on aurait dit que la nation c'est terminé, c'est une histoire terminée. Et que l'on allait passer de l'ère du national, effectivement, au post-national, au supranational. Le temps des nations, des États-nations, donc, était irrémédiablement clos, nous disait-on. Depuis, j'allais dire, de l'eau a coulé sous les ponts, et notamment, ce qui s'est passé, c'est que le supranational a montré plus que ses limites. La mondialisation capitaliste déchire, au lieu de rapprocher les hommes, elle les écarte, elle les sépare, elle les oppose. Les institutions supranationales sont en panne. L'ONU n'est même plus le machin dont parlait le général de Gaulle. L'ONU a disparu des radars, a disparu de la scène publique. Quant à l'Union européenne, pas besoin ici de vous faire un long exposé. De ce point de vue, Statis nous a dit évidemment énormément de choses. Pas besoin de faire un long exposé sur le désastre que constitue cette Union européenne. Et donc, à partir de là, le supranational étant en panne, ou négatif, ou calamiteux, l'idée revient que peut-être faut-il faire repartir un peu la mécanique du côté des nations. Et cela se dit, y compris à gauche. Par exemple, un homme comme Frédéric Lordon, qui est un penseur radical, un homme d'une très grande envergure, passionnante, explique dans un de ses ouvrages récents, qui s'appelle La Malfaçon, il dit textuellement, le cosmopolitisme c'est sympathique, mais c'est inefficace, ça débouche sur rien. Les seules possibilités de mobilisation politique, civile, se font dans un cadre national, et donc il faut reconstruire à partir du cadre national, et donc reconstruire de l'internation. Eh bien, je dis tout de suite, pour que les choses soient claires, que quelle que soit l'estime que j'ai pour Frédéric Lordon et sa pensée en général, sur ce point, je ne suis pas d'accord, non pas sur tel ou tel aspect de sa démonstration, mais sur sa globalité. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je ne pense pas que l'on puisse en tenir à cette option.
La première raison, elle est que le monde aujourd'hui a une épaisseur qu'il n'avait pas à l'époque où se sont constituées les nations. Le monde à l'époque, c'était une immense abstraction pour l'immense majorité de la population. Seules les élites et les savants savaient ce qu'était le monde. Les gens du commun, comme on disait, ne le savaient pas. Et pour eux, il fallait trouver quelque chose qui était un peu un intermédiaire entre un monde inaccessible, impensable, et un local trop étroit. Et à cette époque-là, la nation a fonctionné comme un intermédiaire entre ce monde insaisissable et un local qui était un local étouffant. Mais nous n'en sommes plus là. Le monde a acquis de l'épaisseur symbolique au travers du développement des communications, le développement des savoirs, qui fait que l'on vit véritablement dans un même monde. Et ce monde, par ailleurs, c'est un monde qui a de l'épaisseur symbolique et qui a de l'épaisseur réelle. Il y a une structuration qui se fait de l'économie et de la société à l'échelle supranationale. Et la question qui nous est posée est toute simple. À l'heure actuelle, qui régule ce monde, cette mondialité, comme dit le poète Édouard Glissant, belle formule, qui régule cette mondialité? Ben, c'est quelque chose que l'on pourrait dire une sorte de trio. C'est d'un côté le marché, la concurrence, dite libre et non faussée. C'est du point de vue des institutions ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire en fait le pouvoir des experts, le pouvoir des sachants, et c'est purement et simplement le jeu des puissances, le vieux jeu des puissances qui s'opposent dans l'arène internationale. Et la question qui nous est posée est donc toute simple. Si le monde devient structurant, est aujourd'hui structurant, va-t-on le laisser aux forces dominantes ou va-t-on disputer aux forces dominantes le terrain de la mondialité? Et je tends à penser que si l'on en reste à l'idée d'un combat au fond qui est avant tout national, pour une part, on laisse le terrain de la mondialité aux forces dominantes aujourd'hui, et je pense que ceux qui ont à cœur la transformation sociale ne peuvent pas se mettre dans cette option. Deuxième raison qui fait que je suis un peu en distance à l'égard du point de vue de Lordon, ben c'est tout simplement que, nous dit-il, c'est le supranational qui a structuré nos défaites. C'est l'Union européenne qui a été la cause des défaites politiques. Eh bien moi je pense que c'est une erreur. Les défaites qui ont été les nôtres, ce sont des défaites qui se sont construites chez nous. Pour une part, l'Union européenne a été non pas la cause, mais le prétexte, j'allais presque dire la cerise sur le gâteau. Mais c'est chez nous que nous avons été battus. C'est chez nous que nous avons été battus sur la question du service public, que nous avons été battus sur la question de l'égalité, sur la question de la mise en commun. Nous avons été battus chez nous. Et nous avons été battus pourquoi? Parce que, à droite, c'est la droite extrême qui a pris la main et qui a imposé ses thèmes identitaires, et à gauche, c'est une gauche de résignation qui a pris le dessus et qui est devenue dominante, alors que dans la période antérieure, c'était une gauche de transformation qui donnait le ton. Les batailles que nous avons perdues sont des batailles qui ont été perdues nationalement, et je dis qu'il n'est pas plus facile de battre les forces dominantes aujourd'hui à l'échelle supranationale qu'à l'échelle nationale. C'est une illusion de penser que c'est plus facile chez nous. Je ne dis pas que c'est plus facile ailleurs, je dis que ça n'est pas plus facile chez nous. Troisième raison qui amène mes réticences, c'est que la question de la nation, la question nationale, ne se pose pas dans n'importe quel contexte idéologique national et international. Or, ce qui domine aujourd'hui, tout particulièrement la scène européenne, mais pas seulement, la scène internationale, ce qui domine, c'est la remontée d'un nationalisme de rétraction, d'un nationalisme défensif, qui part de l'idée que nous ne sommes plus chez nous et qu'il faut reconquérir le fait d'être chez nous contre ceux qui le menacent. Ce qui domine, c'est l'idée que la lutte sociale, que la lutte des classes est remplacée par la guerre des identités et que la question du face-à-face, du eux et nous, remplace le face-à-face
des classes sociales et des projets de société. C'est cela qui donne le ton aujourd'hui. Et il faut le savoir. Tout à l'heure, Statis évoquait la question de la frontière. Il a raison de dire aujourd'hui la frontière de plus en plus devient un mur infranchissable, le mur matériel, le mur technologique. Hein. Tu as parlé de la construction des murs et puis tout ce travail technologique, ces dépenses sur la frontière, j'allais dire immatérielle, le drone, les systèmes de surveillance qui sont tout aussi, j'allais dire, contraignants et dangereux que la frontière concrète. On peut dire aujourd'hui, comme le fait Régis Debray, que la frontière c'est bien, que la frontière c'est normal, ça permet de valoriser chacun les espaces dans lesquels il existe. Mais valoriser la frontière, ça peut avoir aujourd'hui un noyau de vérité absolue. Mais on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui la frontière, ça n'est pas ce qui rapproche, mais c'est ce qui sépare, c'est ce qui oppose, et qui oppose une manière qui conduit, mais j'y reviendrai à la fin, à quelque chose qui a à voir avec ce qu'on appelle l'état de guerre. Voilà les raisons pour lesquelles moi je ne me reconnais pas complètement dans la réflexion de Lordon, alors que je trouve que c'est une réflexion, attention, qui a de l'épaisseur, de la solidité, ça n'est pas, j'allais dire, une idée en l'air comme ça, c'est quelque chose qui s'appuie sur un raisonnement. Mais je ne suis pas d'accord. Et moi je pense qu'il faut avoir à l'égard de la question nationale un point de vue différent, que j'énoncerai dans 3 points rapidement, oui, en 5 minutes. Le premier, c'est nous sommes dans une réalité qui est une réalité contradictoire. Et quand on est dans une contradiction, que l'on veut transformer la réalité, rien ne sert de passer par-dessus la contradiction. Il faut la maîtriser, il faut l'assumer et il faut la travailler et la travailler sur le long terme, en sachant qu'il n'y a pas de solution immédiate, hors une longue lutte autour de projets de transformation dont, je le dirai tout à l'heure, qui doivent être à la fois nationaux et supranationaux. C'est la contradiction, elle est toute simple. On peut l'énoncer, dans son énoncé, elle est simple, hein. On peut l'énoncer de la manière suivante. Ce qui structure de plus en plus aujourd'hui l'économie et la société, c'est le supranational. Simplement, le supranational n'est pas un espace de politisation démocratique. Voilà, c'est le territoire par excellence des financiers et des technocrates, du marché libre, de la mondialisation capitaliste et de la gouvernance. Ça structure, mais ça n'est pas un espace de démocratie politique. En sens inverse, le cadre national reste un espace privilégié de politisation et donc reste un espace décisif dans la politisation démocratique, dans l'avancée démocratique. Mais, parce qu'il y a un mais, d'une part, cet espace lui-même est affecté de l'intérieur, espace par excellence de la démocratie, mais d'une démocratie bien malade, d'une démocratie qui fait que dans ce cadre national, la moitié de la population est à l'écart de la vie, par exemple, de l'exercice de la citoyenneté, où les institutions sont en crise profonde. Donc c'est l'espace par excellence de la politisation démocratique, mais une démocratie qui est une démocratie à bout de souffle. Et d'autre part, c'est un espace qui, à l'échelle du monde, n'a plus les ressources que pouvait avoir l'État-nation pour pouvoir maîtriser l'avenir, j'allais dire à la fois continental et l'avenir planétaire. La nation reste un espace de politisation démocratique, mais ne peut plus à lui-même assumer et faire face aux enjeux qui sont les enjeux planétaires contemporains. D'un côté, un élément structurant, mais qui n'est pas un espace de politisation, de l'autre côté, un espace de politisation, mais qui rencontre des limites. Eh bien, il faut assumer la contradiction. La contradiction, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut se dire que dès maintenant, et pas dans l'avenir, il faut disputer aux forces dominantes le terrain de la supranationalité. Il faut le leur disputer maintenant, pas dans l'avenir, pas plus tard, pas dans un avenir, encore une fois, indéfini. Dès maintenant, il faut le faire. Mais tant que
le supranational n'est pas devenu un espace véritablement de politisation démocratique populaire, il ne faut pas casser le cadre national comme le proposent ceux qui veulent aller dans le sens d'une supranationalité sans rivage. Voilà ce que j'appelle maîtriser la contradiction. Il faut se fixer l'objectif, à un moment donné, de constituer le supranational en terrain de politique démocratique. Mais tant que cela n'est pas advenu, il ne faut pas casser les niveaux existants de politisation, et notamment le niveau de politisation nationale. Deuxième idée, l'État-nation, dans un monde qui repose sur la puissance, il ne faut pas cracher dessus. Et notamment quand on est soi-même classé parmi les puissants, je pense à la France. Un État-nation comme la France, avec ce que représente la France à l'échelle européenne et planétaire, peut beaucoup. Et peut beaucoup pour appuyer dans le sens d'une transformation démocratique humaine des espaces supranationaux, à commencer par l'Union européenne. Donc, se priver des ressources de l'État-nation, se dire que l'on va utiliser ces ressources pour peser à l'échelle supranationale serait une folie. Mais il faut que cet usage s'insère dans une vision qui n'est pas une vision, comme on disait autrefois, avant tout nationale, avec l'idée on va d'abord agir sur le plan national et à partir de là, on va agir sur l'extérieur. Il faut avoir l'ambition d'agir en même temps à tous les niveaux de territoire, du plus petit, du local jusqu'au planétaire, autour d'un projet transformateur cohérent. C'est en gros la même chose qu'il faut faire, j'allais presque dire, de la commune jusqu'à la planète, pour passer d'une société qui repose sur l'accumulation infinie de la marchandise et des profits vers une société qui repose sur le développement des capacités humaines, individuelles et collectives, développement évidemment économe en ressources sobres, je ne vous fais pas de dessin. Troisième et dernière idée, et je m'arrête là, franchement, on dit parfois il faut disputer la nation à l'extrême droite. Moi je pense que c'est un piège. C'est un piège aujourd'hui, encore une fois, nous sommes dans un univers mental qui a été construit, qui n'est pas une fatalité, qui a été construit sur 30 ans, qui relie plusieurs choses en même temps. On nous explique quoi ? On nous explique depuis 30 ans, première idée, que, je l'ai évoqué tout à l'heure, la lutte des classes a cessé d'être l'opérateur dominant. Désormais, ce qui structure la vie collective, la vie, l'histoire humaine, c'est la question de l'identité. Qui sommes-nous et sommes-nous véritablement chez nous pour pouvoir bien être ce que nous sommes ? La question de l'identité deviendrait la question numéro 1. Et à partir de là, il y a une autre idée qui découle de ça. Mais les identités, elles se font face, et en réalité, les identités, elles s'opposent. C'est ce qu'on appelle la guerre des identités ou guerre des civilisations. Les civilisations s'opposent et s'opposent par la violence, par la force. C'est la guerre des civilisations, thème qui a été largement popularisé il y a une trentaine d'années, d'abord aux États-Unis, du côté des conservateurs américains, et qui, en France, a été relié par l'extrême droite, cette idée, à un moment donné, que nous sommes dans un conflit de civilisation et dans une guerre des identités. Et à partir de là, mais la suite découle, s'il y a guerre des identités, il y a donc des identités menaçantes et des identités menacées. Et c'est cela qui fait que nous en arrivons à quoi ? Mais nous en arrivons à l'état de guerre. Et moi, je pense qu'il y a là, en quelque sorte, un paquet cadeau de l'idée que l'identité devient l'élément structurant des sociétés, à l'idée que ce qui est aujourd'hui le cœur de l'histoire, c'est une guerre des identités ou des guerres des civilisations, et que cela débouche sur un état de guerre et qu'il faut être réaliste, qu'il ne faut pas être angélique. Quand on est dans un état de guerre, il faut faire la guerre. Et dans cette culture-là, revient cette idée de l'identité nationale. C'est dans ce monde d'incertitude, dans ce monde turbulent,
eh bien, au moins il reste quelque chose qui peut être un pivot, quelque chose au moins de concret auquel on tient l'identité nationale. C'est pas pour rien qu'en 2007, Nicolas Sarkozy, à peine arrivé au pouvoir, a décidé de lancer ce grand débat sur l'identité nationale, qui a été un fiasco chez les intellectuels, chez les chercheurs, chez les savants. Mais quel désastre dans la population! Sans doute ce ne sont pas les idées, j'allais presque dire, les plus rétrogrades qui l'ont emporté, chez les historiens par exemple. Mais ce qui fait un tabac en librairie, ça n'est pas l'histoire critique, c'est l'histoire contre-révolutionnaire de Laurent Deutsch. Voilà. C'est tout cela qui est dans l'air du temps aujourd'hui. Et moi je dis qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Disputer la nation à l'extrême droite, pourquoi pas dire disputer l'identité à l'extrême droite? Mais attention, ce qui s'est passé depuis 30 ans, en fait, c'est que si l'identité a pris le devant de la scène, si ça devient une obsession, c'est parce que l'égalité a reculé. Et donc, si l'on veut battre le Front National, c'est non pas en essayant de disputer le terrain au Front National, mais en imposant contre lui les seules valeurs qui peuvent porter à un moment donné vers une société rassemblée et vers de la transformation sociale. C'est-à-dire les trois valeurs fondamentales de la liberté, de l'égalité, de la liberté et de la solidarité. Ça n'est pas en jouant avec le Front National, en essayant de jouer sur les réflexes de la peur, en essayant de se glisser dans l'état de guerre ou dans l'obsession de l'identité qu'on battra le Front National. On le battra en imposant ce qui sont nos valeurs, qui sont les valeurs de la gauche et qui sont par ailleurs les valeurs fondatrices de la République, c'est-à-dire égalité, liberté, solidarité. Et donc moi j'ai tendance à dire, le nationalisme, on ne dispute pas la nation et le nationalisme à l'extrême droite, on combat ce nationalisme et contre les obsessions de l'identité et de l'état de guerre, on mène le combat pour l'égalité, la liberté et la solidarité. C'est la seule manière de s'en tirer, quel que soit, je dirais, le territoire dans lequel on agit. Roger Martelly doit partir dans les 5 minutes. Si quelqu'un a une question spécifiquement pour Roger Martelly, ça serait parfait. Et après, on enchaînera et on fera des questions plus générales. Roger, vous parlez de beaucoup de choses, notamment sur oui, vous parliez du communisme, mais ne pensez-vous pas que ce que nous subissons actuellement aurait pu être évité quand la droite était au pouvoir, si nous étions plus remués? Bon, très vite, c'est une question énorme, hein. En 3 minutes, non, la fatalité n'existe pas en histoire. Voilà, la fatalité n'existe pas en histoire. Et il n'était pas écrit, d'une part, que la gauche serait dominée par une gauche qui tourne le dos aux exigences de transformation sociale, ça n'était pas écrit, et il n'était pas écrit que sur cette base-là, ce qui donnerait le ton dans notre société, c'est une droite de plus en plus radicalisée par sa fraction extrême, c'est-à-dire notamment par le Front National. Il n'y avait pas de fatalité là-dedans. Ça aurait pu être évité. Sans doute, cela doit-il amener à d'énormes réflexions sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que c'est qui fait que nous n'avons pas réussi à empêcher le mouvement qui va aujourd'hui vers le pire. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait. Et moi, je dis, et encore une fois, pour moi, c'est le fond, nous avons été battus d'abord sur la question de cette trilogie de l'égalité, de la liberté et de la solidarité. Nous avons été battus là-dessus.
Nous avons été battus parce que pendant des décennies, on a assimilé égalité à totalitarisme, qu'on a assimilé à un moment donné volonté de faire reposer le développement humain sur autre chose que la concurrence était renvoyé à stalinisme. Voilà, nous avons été battus là-dessus. Et d'une certaine façon, nous avons été battus peut-être parce que nous avons abandonné le combat ou parce que peut-être nous l'avons malmené, mais c'est à réfléchir. Mais en tout état de cause, c'est là-dessus que nous avons été battus. Et s'il faut reprendre à un moment donné la main, c'est en remettant au cœur ce sur quoi nous avons été battus, c'est-à-dire les valeurs fondamentales. Égalité, émancipation. Voilà, pour moi, c'est ça l'axe des combats d'aujourd'hui. Et c'est sur ce terrain-là et sur celui-là seulement que l'on battra le Front National. En tout cas, ça n'est pas en se glissant en quelque sorte dans ces wagons, en essayant de suivre la machine, qu'on arrivera à redresser la situation. Je m'excuse, là je suis obligé de... On a un micro sans fil. Merci beaucoup. Juste, il s'en va, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Roger Martelly. Effectivement, on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas de projet émancipateur qui se place à l'échelle supranationale. C'est quelque chose qui, moi, me frappe depuis très très longtemps. Je me souviens, il y a 20 ans, on va dire, adhérant à ce moment-là à ATTAC, disant aux gens qui étaient avec moi dans le comité local, mais si on se contente d'être seulement défensif, en voulant défendre les services publics au niveau national, on a déjà perdu. C'est au plan européen que ça se passe, et au-delà. On me dit, oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais voilà. Et du coup, juste une remarque par rapport à ce que disait Tatis Belakis, je suis absolument d'accord et catastrophé comme lui par la façon dont la Grèce a été soumise, écrasée, et voilà, ce qui nous a extrêmement fortement montré sur les frontières externes et internes. Mais là, pour le coup, excusez-moi, mais si on se contente de dire qu'il faut détruire l'Union européenne, on aura simplement exactement ce que vient de dire Roger Martelly, c'est-à-dire la remultiplication des frontières, du national défensif, régressif, et qui ne cessera pas. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire, je n'ai pas d'idée là-dessus, sinon un projet européen et international émancipateur, mais le fait de dire qu'il faut détruire l'Union européenne, c'est exactement ce que dit Marine Le Pen. Si on dit ça, on a perdu à l'avance. Soyons clairs. Oui, bon, là on en vient à je crois, des accords extrêmement importants, stratégiques, si vous voulez. Bien sûr, on est d'accord sur le but. Je pense que ici, dans cette salle, nous sommes tous intéressés par des perspectives de transformation sociale et d'émancipation humaine, bien entendu. Mais bon, il y a des désaccords stratégiques, il ne faut pas le cacher. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est aussi facile au niveau international et ou supranational qu'au niveau national. Ce n'est tout simplement pas vrai. Je veux dire, les rapports de force se structurent, que ça nous plaise ou non, et c'est ce que sans doute Roger Martelly veut dire quand il dit que l'espace de politisation demeure celui du national. Eh bien, les rapports de force se structurent au niveau national, ce qui veut dire qu'ils sont extrêmement inégaux. Bon, en Grèce, il y a eu à un certain moment une possibilité qui a été ouverte parce que le rapport de force politique, et avant tout la crise justement des classes dominantes et de leur légitimité, était immensément plus puissante qu'en France ou qu'en Allemagne. Alors, on ne va pas dire aux gens qui se battent en Grèce, non, n'avancez pas, n'ouvrez pas une brèche dans votre pays, il faut attendre que ça se passe au niveau européen. Sauf à supposer que les rapports de force sont coordonnés au niveau européen, ceux qui ne sont pas. Bon, et ça tout le monde va l'admettre. Alors, à partir de là, moi je dirais qu'il faut se placer de façon concrète. La grande faiblesse de Syriza a été de penser qu'on peut faire avancer les choses en transformant de l'intérieur les mécanismes de l'Union européenne, en utilisant une victoire électorale et politique en Grèce pour faire basculer petit à petit ou par paliers successifs le rapport de force à l'échelle européenne. Bon, mais cette
cette pensée s'est fracassée contre la réalité, justement, des mécanismes dont j'ai parlé. Dès le 10 jours après les élections de janvier qui ont vu la victoire de Syriza, 10 jours après, très exactement, le 4 février, la Banque Centrale Européenne décide de couper le principal moyen de financement des banques grecques. Et le nœud coulant est mis, il va s'accentuer petit à petit. La Grèce continue, en même temps, le gouvernement grec refusant de prendre justement des gestes unilatéraux de rupture, continue à rembourser les créanciers. Les caisses de l'État se vident, le système bancaire est asséché, la spirale des concessions et des reculs est enclenchée, notamment avec l'accord du 20 février qui a été obtenu sous le chantage de l'effondrement du système bancaire. Et on en est arrivé effectivement à la fin juin, où malgré l'ultime spasme de résistance du référendum, la capitulation était au bout de ce chemin parce que absolument rien n'avait été préparé, rien n'avait été prévu pour faire face au chantage de la Banque Centrale Européenne. Alors moi je veux bien, si vous voulez, tous ces grands développements sur la supranationalité, etc., mais la responsabilité que j'avais, moi j'étais dans les instances de dirigeants de Syriza à l'époque, c'était de dire que, voilà, il faut réagir par rapport à au chantage de la Banque Centrale Européenne. Et ce n'est pas des manifestations en France, même si elles sont parfaitement les bienvenues, même s'il est très important de construire le rapport de force, ce ne sont pas les manifestations et la solidarité en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays dans et en dehors de l'Europe qui vont résoudre ce problème. Il faut élaborer une alternative concrète qui pouvait passer par le fait de sortir de l'euro, par exemple. Tout simplement. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire face au fait que l'euro et la Banque Centrale Européenne ne sont pas autre chose que des mécanismes extrêmement violents visant à imposer les politiques néolibérales et le moule néolibéral à tout pays qui, au niveau national, essaierait de rompre. Alors, ce qu'il faut faire dans une perspective effectivement nationaliste, c'est commencer une rupture là où c'est possible, dans un pays, si on en a l'occasion, comme en Grèce, dans un groupe de pays, si les rapports de force arrivent à faire bouger de façon à peu près similaire, en parallèle, dans plusieurs pays, mais on ne va pas me dire que ça se passe directement au niveau supranational. Je ne suis tout simplement pas d'accord avec ça. Ça, c'est précisément ce qui a conduit à l'impuissance et à la défaite. Il faut pleinement assumer qu'il y a divers niveaux qui s'articulent. Si on veut une perspective effectivement internationaliste, on commence par faire la rupture là où c'est possible, en s'en prenant à la classe dominante de son pays, en défendant une politique alternative et en s'en donnant les moyens. Et quand on est un gouvernement national, on se donne les moyens en se défendant. Le gouvernement Syriza a renoncé à son droit de défense légitime. Il a été conduit à la défaite la plus grave que la gauche a connue. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé, ne pas tirer les leçons de ça. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres désastres qui s'accumulent. Et le désastre le plus grave pour moi, c'est que si on laisse la réalité de ce qu'est l'Union européenne est perçue de plus en plus largement. Si ce n'est pas la gauche qui fait une critique justement démocratique et internationaliste de l'Union européenne, ce sont des forces nationalistes qui vont s'emparer de cette contestation. Comme c'est déjà le cas en France. Oui, je crois qu'on est dans des trucs très très compliqués et il me semble que Roger Martelly, qui est parti, a pointé où était cette contradiction, à savoir le lieu qui, du fait de l'intégration économique et politique, structure l'essentiel de la vie politique et qui est le lieu où n'est pas la politique démocratique, là où elle peut se faire, les espaces internationaux, et les espaces nationaux qui sont les lieux où la politique et la démocratie peuvent se faire, mais qui ne tiennent pas forcément les rênes de la chose. Il y a, au début des années 70, je me rappelle d'une affiche du Parti communiste à l'occasion de je ne sais plus quel référendum sur l'Europe, il y en a eu beaucoup, et l'affiche représentait la petite Marianne de Jean Eiffel et disait je dis oui à l'Europe des travailleurs, mais je dis non, le nom est écrit sur le bulletin de vote, à l'Europe des monopoles. C'était le vocabulaire de l'époque. Et je crois qu'on en est là et qu'on doit toujours dire non à l'Europe des monopoles. De ce point de vue, en effet, si on ne combat pas les institutions de l'Union européenne, on ne s'en sortira pas. J'aimerais avoir un éclairage sur cette contradiction qu'a donnée Roger Martelly et à laquelle j'aimerais bien que l'une et l'autre vous répondiez. Et deuxième chose très rapide,
sur l'histoire nation. Je crois qu'il faut distinguer la notion de sentiment national que Roger appelle l'identité, etc., du cadre démocratique dans lequel la politique peut se faire. Parce qu'aujourd'hui, en France, la nation, c'est l'appel à pavoiser les rues, c'est l'appel à l'union sacrée, c'est l'appel à l'unité nationale, à la fierté d'être français, et il n'y a rien, je crois que nous serons tous d'accord là-dessus, de progressiste là-dedans, ni même de possible vecteur de politique, au sens démocratique du terme. Oui, c'est un peu embêtant parce que, comme Roger n'est pas là, moi j'ai aussi, je ferai 3 remarques. Premièrement, une chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, les causes de la montée de l'extrême droite. Roger dit, nous avons été battus. Non, mais l'Union européenne nous a aidés dans cette défaite. Hein, parce que comment est-on passé en France à un FN qui fait plus de 30%, ou environ 30% des voix aujourd'hui? C'était quand même pas le cas il y a 30 ans. Et vous croyez, je ne crois absolument pas qu'on puisse dire que la construction de l'Union européenne est étrangère à ça. Parce que le sentiment de rébellion, de révolte qu'il y a... Enfin, en France, on a quand même eu des votes. On a eu un traité de Maastricht à 51%. Mais ensuite, en 2005, on a eu un traité européen avec 55 rejeté par 55% des voix dont on a fait, dont on n'a tenu aucun compte. Quand ensuite, donc un rejet du traité, un rejet du traité à 55%, avec une campagne, il faut voir quelle campagne c'était. Hein. C'était bon. Donc, finalement, qu'est-ce que l'Union européenne en construction à ce moment-là apparaît évidemment avec le fait qu'on tienne, on fait comme si ce vote, on fait comme... Ah, d'accord. Comme ça, bon. On a, avec ce vote dont il n'a été tenu aucun compte. Donc, un viol démocratique évident. Comment voulez-vous que la construction européenne n'apparaisse pas comme, au contraire, quelque chose qui va à l'encontre et de la volonté démocratique et des droits des peuples, surtout quand on voit, après il y a la Grèce, et même avant la Grèce, beaucoup d'exemples. Donc la montée du FN, elle s'explique aussi par ça, parce qu'on lui a laissé, je m'excuse, on lui a laissé en partie la défense de ce drapeau-là. Alors je sais qu'on n'est pas tous d'accord avec ça, mais qui a mené une politique de dénonciation de l'Europe telle qu'elle est, la plus, entre guillemets, radicale? Eux, parce que nous, on a eu une orientation qui était autre. Nous, enfin, certains d'entre nous, peu importe. Et quelle était cette orientation? En gros, le flacon, c'est une sorte de flacon et de liqueur. Hein. La liqueur était mauvaise, mais le flacon, ça allait. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon. Il suffisait de changer la liqueur et puis garder le flacon et tout irait bien. Je suis pas là, je pense, on n'a pas de temps, je pense que c'est une erreur. Bon, après on peut discuter, sortie de l'euro, etc. Je ne rentre pas dans cette discussion. Bon, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport un petit peu à ce que disait Roger, je pense qu'il n'y a pas de peuple. Quel est le constat qu'on peut tirer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un peuple européen? Est-ce qu'il y a une conscience européenne? Non. Écoutez, on l'a vu au moment de la Grèce, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a quand même, on s'est mobilisé, etc. Enfin, c'est resté extrêmement minoritaire, c'est ça la vérité. Si on pense à la capacité de mobilisation qu'il y a eu en France dans le passé, bon, il y a le Portugal maintenant. Moi, je pense que c'est une expérience très très importante. Et en plus, le bloc de gauche, pour l'instant, fait, à mon avis, plutôt un sans faute. Mais quelle est la répercussion ici? L'Espagne, etc. Donc, pour le moment, et ailleurs, c'est pareil. Non seulement il n'y a pas de peuple européen pour l'instant, au sens d'une conscience européenne, on a le sentiment que l'Union européenne et sa construction telle qu'elle se passe contribue plutôt à l'inverse. Ça se discute, mais on contribue plutôt à... Ça, c'est une deuxième nuance par rapport à ce que disait Roger. Et la dernière chose, c'est, pour le moment, en tout cas l'expérience historique qu'on a, elle est sans, il n'y a pas un seul, elle est sans exception, c'est qu'effectivement,
là on peut retrouver Roger quand même, les ruptures, elles se font d'abord dans un cadre national. Je ne connais pas un seul exemple qui aille à l'encontre de cette affirmation. Alors on peut souhaiter qu'il y ait un prolétariat ou des classes populaires européennes qui se mettent tout en mouvement, peut-être est-ce parce qu'il n'y a pas de direction de mouvement d'avant-garde à la hauteur, peut-être. Enfin, il y a quelque chose quand même qui, alors là, internationalement, pour l'instant, confirme ça. C'est-à-dire que, je dis ça par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui nous oblige à réfléchir depuis sur un siècle. Sur un siècle, sans même parler de ce qui s'est passé avant, les processus révolutionnaires, en tout cas, ont tous commencé. Et après, je termine là-dessus, l'exemple latino-américain est très intéressant, parce qu'il y a une chose certaine, la révolution cubaine, elle a modifié de manière radicale le panorama latino-américain. C'est un événement majeur du XXe siècle pour l'Amérique latine. Vous pouvez demander à tout le monde, y compris les présidents les plus conservateurs, qui maintenant ont d'ailleurs tous voté, tous repris leurs relations diplomatiques avec Cuba, qui ont tous fait pression, y compris ceux de droite, pour que Cuba pour que la normalisation diplomatique intervienne, mais il y a eu une solidarité absolument exceptionnelle des peuples latino-américains envers Cuba, et sans cette solidarité, quand même, Cuba n'aurait pas survécu. Je termine un peu par une provocation. L'Amérique latine, c'est pas le modèle de l'Union européenne qui existe. C'est un début, l'intégration se fait sur, disons, un modèle, entre guillemets, confédéral. Et je pense qu'on avancerait probablement, parce qu'on est évidemment tous pour une Europe plus progressiste, plus solidaire, mais pour dire par rapport à ce que disait Roger, je pense que ce serait probablement, on avancerait peut-être plus vite et mieux dans une perspective européenne, une perspective d'émancipation, en respectant une structure confédérale qu'un fédéralisme qui donne pour le moment que des résultats qui sont des résultats extrêmement négatifs. Voilà. Pardon, très court. Je considère que l'analyse de Roger Martelly est marxiste, mais de Groucho Marx. Pourquoi? Parce qu'il vend des gâteaux de chocolat sans un chocolat. Il confond patriotisme, il confond nationalisme ou internationalisme avec patriotisme. Et Jeannette vient de donner un cas très clair, très concret. On peut être nationaliste révolutionnaire dans l'esprit de Valmy, ou on peut être un traître dans l'esprit de Pétain. Donc, l'affaire, c'est qui dirige la charge. Et je vais finir avec cela. La présidente Kirchner, Christina Kirchner, vient de Belgique, je suis argentin. Mon accent de New York et de New York. Donc, je suis argentin. Et la présidente avait fait une campagne, disons, sur les mêmes principes, la patrie c'est l'autre, et lui donnant clairement l'avantage, disons, à son ennemi de droite, d'extrême droite, comme Macri, de pouvoir directement se mettre le drapeau américain. Et on a dû faire une campagne patriotique contre l'impérialisme américain, c'est-à-dire contre les investissements, contre les investisseurs financiers, contre les privatisations que déjà annoncent le gouvernement d'extrême droite, qui va venir, comme pour pouvoir réunir 3 millions de voix dans le deuxième tour. On ne sait pas si encore c'est suffisant. 3 millions. Donc, pour finir avec ça, superstructure, comme dit Martelly, infrastructure, superstructure. La question, c'est qu'on ne peut pas les faire cadeau à l'extrême droite du sens de la patrie. Clair et net. On ne peut pas confondre le nationalisme d'un drapeau que l'extrême droite s'est chié dessus, nous vendons aux Allemands, parce qu'on continue en confondant ce que c'est le sentiment patriotique d'amour à la patrie avec le chauvinisme ou l'impérialisme. Il faut travailler sur ça, sinon on va avoir un front national à 60%. Parce qu'ils sont des opportunistes sans idéologie. Et nous avons l'idéologie, mais nous ne trouvons pas l'opportunité ni les moyens de pouvoir l'exprimer. L'Amérique latine a pu le faire avec le nationalisme révolutionnaire, comme dans le cas des Correa en Équateur ou de Chavez. Et réveillons-nous, comme disait Guevara, du long sommeil abrutissant.
Deux mots sur ce qu'a dit Laurent. Bon, je vis quand même en France depuis pas mal de temps, même si je ne suis pas moi-même français, mais simplement francophone. Et j'ai milité dans les organisations françaises pour avoir, disons, mon avis, mon opinion sur certaines choses. Personnellement, je ne suis pas... les références nationales, y compris en France, ne me donnent pas des crises d'urticaire a priori. Je dois le dire. C'est peut-être un effet générationnel aussi. Moi, j'ai lu Aragon, y compris ses poèmes dits patriotiques. Les références antifascistes avaient une valeur fondatrice pour moi, mais ça ne se pose pas de la même façon aujourd'hui, ça c'est sûr. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie complètement. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de la souveraineté populaire, surtout quand elle est bafouée. Jeannette en a donné un bel exemple. Et la souveraineté populaire, qu'on le veuille ou non, son cadre, c'est le cadre national. Et donc, ça implique quand même un sentiment d'appartenance. Moi, je dirais que l'une des raisons pour laquelle la gauche française a perdu face au sarkozysme, c'est qu'il y a un certain type de réalité qu'elle a choisi de refouler. Alors, Roger a dit, il a répété les 3 valeurs fondatrices et il a dit on a été battu sur le fait que, par rapport à un modèle qui n'est pas sur la concurrence, par rapport à la compétition, etc., après la chute de l'URSS, enfin tout ce qui était de l'ordre du socialisme a été discrédité. Bien, d'accord. Mais si on veut défendre l'égalité, on ne peut pas non plus se voiler la face sur le fait que dans ce pays, il y a du racisme. Que le racisme, c'est un système. C'est pas une opinion subjective. C'est pas un manque de tolérance parce que les gens ne sont pas assez polis. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans des mécanismes institutionnels. Et que si on veut défendre concrètement les valeurs d'égalité, il faut aborder cela de face. Ça signifie que dans ce pays, il y a un travail de décolonisation qui, notamment à cause du traumatisme de la guerre d'Algérie, n'a pas été mené et n'a pas été mené jusqu'au bout. Et si cela n'est pas fait, il ne pourra pas y avoir de référence effectivement rassembleuse de notre point de vue, des classes populaires, qui intègrent aussi des références nationales. Il faut, à mon avis, un nouveau concept de peuple français qui implique ce travail, et sans lequel, s'il n'est pas fait effectivement, toute référence nationale ne peut qu'être du chauvinisme cocardier et de l'agitation tricolore. Mais on ne va pas répondre simplement à ça en disant on est simplement pour un point de vue de classe, on est simplement pour un point de vue internationaliste. Il n'y a pas d'accès direct à l'universel. L'accès à l'universel passe par des médiations. La médiation nationale en est une. Voilà ce que j'avais à dire. Une seule petite apostrophe, c'est quand tu parles, mais vraiment une minute, hein. C'est quand tu parles des classes populaires. Moi, je sais qu'une fois, j'avais lu une rubrique, l'avant-dernière page du dimanche, où il y avait un gars qui expliquait la classe ouvrière existe, mais on ne la voit pas. Le problème, c'est que c'est là où je crois qu'on achoppe, c'est qu'il y a eu, c'est dans le débat aussi ce matin, je le dis, on a oublié la tricontinentale, on a oublié Jacques Delors, on a oublié Maastricht, on a oublié tout ce qu'ils sont arrivés à nous faire avaler. Et une chose dont on a parlé, y compris quand on disait produisons français, la démarche, ils ont eu, parce qu'ils sont pas fous, les autres en face. On a parlé ce matin là, de Seattle, avec la réaction qu'il y a eu, mais je l'aurais dit après, il y a eu Gênes, et Gênes, ça a montré les enjeux, il y a eu des morts à Gênes. Et la question, c'est que la classe ouvrière en France, il y a peu de grandes usines. Où est-ce qu'elle est, la classe ouvrière? C'est pas parce qu'on a des boîtes avec 5-6 gars, ou 10 gars, ou 20 gars, c'est pas ça qui fait la classe ouvrière. Et là, on a un problème de... Les autres, ils ont réfléchi. S'il y a eu la mondialisation, c'était pour exporter le travail et à un moment donné, détruire la classe ouvrière
détruire la classe ouvrière française et son expérience, ce qui fait qu'ici, il y avait 40 000 emplois industriels à Gennevilles. Aujourd'hui, en dehors de l'Astecma, il n'y en a plus. Et à partir de ça, quelle est la capacité de réaction? Quelle est la capacité de pouvoir agir? Alors après, on se retrouve avec des petites unités, mais ce n'est pas des unités où il y a 10 mecs dans la boîte, où on ne fait pas de classe ouvrière avec ça. Et là, à mon avis, on n'a pas été au bout au niveau de la réflexion. Et là, il y a une question à savoir comment on va faire en sorte de remettre les populations travailleuses, parce que là c'est des populations travailleuses, mais diverses, et comment on peut les mettre en mouvement. Et c'est là qu'il y a une question. C'est là qu'il y a une question. Je crois qu'on ne va pas ce soir trouver les solutions non, mais pour remettre la classe ouvrière. Jusqu'à maintenant. Olivier, vraiment. Je voulais juste par rapport à toutes les questions de discussion, par rapport à ce Oui, non, c'est juste une anecdote par rapport à en dehors de ce que tu dis 36. auparavant. J'ai été au Bataclan le soir, plusieurs soirs, je suis tous les soirs pendant plusieurs jours. Et je ne sais pas si certains d'entre vous y ont été. Bon, il y a un amoncellement, j'ai jamais vu ça, hein, de la République, c'est pareil, un amoncellement de fleurs, de bougies et de drapeaux. Et il s'est passé quelque chose de très étonnant au Bataclan. Des jeunes sont arrivés, une cinquantaine de jeunes sont arrivés en moto. Et ils avaient sur la moto des drapeaux, le drapeau tricolore, des très jeunes. Et je me suis dit immédiatement, c'est le Front National qui envoie ces... Donc j'ai été les voir parce qu'ils se sont arrêtés devant le Bataclan. Et là, ils ont commencé à mettre à tout berzingue les moteurs et à chanter la Marseillaise. Ils avaient entre, je sais pas, 20 25 ans maximum, hein, donc nouvelle génération. J'ai été les voir, persuadée que c'était le FN. Et je leur ai dit, mais bon, qu'est-ce que vous faites? D'où vous venez? C'est un groupe, c'était 50, qui vient du 95, aux alentours d'Argenteuil. Un groupe de motards qui, tous les dimanches, se regroupent simplement pour faire de la moto ensemble, qui sont reliés, j'en ai interviewé 6, qui sont reliés à aucune organisation politique, qui ne veulent pas entendre parler des organisations politiques, qui ne veulent pas entendre parler des syndicats, qui pétaradaient à tout berzingue, et ils sont restés, qui faisaient tout entre le Bataclan et la place de la République, entre Voltaire et la République. Et ils étaient avec surtout leur drapeau bleu, blanc, rouge et la Marseillaise. Et je leur ai demandé pourquoi. Et ils m'ont dit, ben voilà, parce que avec ce qui s'est passé, eh ben, la seule chose à laquelle on a pensé, c'était ça. Prendre le drapeau bleu, blanc, rouge et chanter la Marseillaise parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. Et je trouve que c'est une anecdote, c'est tout ce que très révélatrice, parce que franchement, à gauche, personne n'aurait pensé à un truc pareil. Bon. Donc il y a quelque chose, tout ça pour dire, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, qui est difficile dans les processus de radicalisation, et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas que des blancs, hein, en plus. Ça m'a juste fait penser à ce qui s'était passé au moment du match, là, Black-Blanc-Beurre, je ne me rappelle plus quel match c'était, mais c'était une réaction spontanée, il y avait quelque chose de très multicolore, si on peut dire, dans cette cinquantaine de jeunes. Et par contre, quand le gouvernement et quand Hollande a demandé de pavoiser, vous avez vu que globalement c'était un échec assez total. Hein. Enfin, moi, j'ai en tout cas pas vu beaucoup tard sur les fenêtres. Donc, faisons attention, je pense qu'on est dans une situation mouvante, très complexe, on a du mal. Il y a aussi le match France-Algérie. Comment ces jeunes se radicalisent en particulier au Ils ont sifflé. C'est pas bien. Trois choses. D'une part, n'oublions pas que la première défaite flagrante en Europe, c'est pas l'Union européenne qui l'a faite, c'est l'entraîne nationale. C'est ce qui s'est passé avec Thatcher dans le Royaume-Uni. Et là, du coup, voilà, n'oublions pas que la puissance financière des marchés a depuis longtemps dépassé celle de l'État. Deuxième remarque, il ne faut pas idéaliser l'État national. Je suis tout à fait pour la souveraineté du peuple. Au passage, ce n'est pas forcément la même chose la souveraineté du peuple que la souveraineté nationale. Et là, il y a un peu le passe-passe, il faut le souligner. Et oui, absolument. Et d'autre part,
la création et le développement des États-nations, ça correspond à un certain état du marché. Il ne faut pas jamais l'oublier, ça. Et que si aujourd'hui on est passé à autre chose, c'est aussi parce que le marché financier s'est développé à une autre échelle. Ce qui ne veut pas dire rejeter la souveraineté nationale, mais ne jamais oublier ça. Pour moi, pour terminer, il y a effectivement quelque chose à faire, s'il y a une révolution à faire, c'est aller s'emparer tous ensemble de la Banque Centrale Européenne. Mais ce n'est pas par révolte à l'échelle nationale qu'on y arrivera. Oui, bon, ben, c'est un bon projet d'action, c'est bien de finir sur quelque chose de concret, une perspective claire. Bon, je crois qu'on a pas mal discuté cette question de la nation, de la mondialisation. C'est quand même, globalement, en vous écoutant tous, on est quand même dans une sacrée crise de la démocratie, qui n'est pas un moment unique, mais en écoutant les uns et les autres, notamment dans les ateliers, je me disais que la question, c'est pas tellement le cadre national ou international, c'est les rapports de force qui font que le peuple a de la force ou pas, et qu'il y a des moments où il est battu, quels que soient les cadres. Et là, on peut dire qu'en ce moment, notamment, il y a un énorme échec, on voit bien, des interventions possibles, démocratiques, dans multiples, à toutes les échelles, quoi. Donc, peut-être reprendre la Banque nationale. Merci beaucoup.